Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je poursuis mon triptyque consacré à l'école de Notre-Dame avec la deuxième partie et en vous parlant des principaux genres pratiqués durant cette période. L'école de Notre-Dame marque le Moyen-Âge musical de 1160 à 1225 environ. Vu l'ampleur du sujet, j'y consacre une série de 3 vidéos. La première vidéo concernait le contexte général et je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je vous parle des différents genres musicaux pratiqués et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la notation musicale inventée durant cette période. Ce mouvement musical est lié principalement à la construction de la nouvelle cathédrale à Paris. Il va donc s'agir principalement de musique sacrée utilisée pour la liturgie. Je vais donc détailler 3 genres ici, à savoir le conduit, l'organum et au final le motet. En préambule à cette exploration, il convient de fixer une distinction extrêmement pertinente pour notre propos, à savoir la distinction entre une mise en musique syllabique ou une mise en musique mélismatique. Lorsque l'on met en musique un texte, se pose principalement la question du nombre de notes que va recevoir chaque syllabe du texte. Je vous propose 2 exemples très simples pour vous montrer cette distinction. Vous voyez ici un Sanctus qui est un texte de l'ordinaire de la messe extrêmement connu avec toute une série de mots et donc de syllabes. Vous voyez aussi qu'on a dessous chaque syllabe une seule note, par exemple pour Sanctus, Dominus, Deus, Sabaoth, on a à chaque syllabe une seule note qui correspond. On parle donc ici d'une musique syllabique et je vous propose d'écouter un tout petit bout pour vous familiariser avec cette qualification. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plebis sunt caeli et terra gloria tua. A contrario, je peux vous montrer ici une autre mélodie qui n'est pas du tout syllabique. Il s'agit d'un Alléluia, plus précisément l'Alléluia Pascha Nostrum. Et si vous regardez ici la partition, vous voyez que sur le La de Immolatus, vous avez toute une série de notes alors qu'il n'y a plus de texte. On a environ d'ailleurs 45 notes ici, ce qui donne une immense vocalise à chanter sur une unique syllabe. On va donc parler ici d'une musique mélismatique. Je vous propose d'écouter ici l'extrait en question, à savoir le Pascha Nostrum et puis cette grande vocalise sur le La qui marque donc une musique mélismatique. Après avoir établi cette distinction entre mélismatique et syllabique, il sera beaucoup plus aisé de parler des genres en vigueur à l'époque de Notre-Dame, puisqu'en réalité c'est un des critères principaux de distinction. On va débuter par un des genres les plus simples de Notre-Dame, à savoir le conduit. Il s'agit d'une pièce en grande partie syllabique qui peut être à 2 ou 3 voix et dans laquelle toutes les voix vont dire le même texte. Autre point extrêmement important pour le conduit, c'est que toutes les voix sont nouvellement composées. On n'a pas une voix qui fait entendre un chant grégorien qui serait déjà existant. Le conduit, qu'on appelle conductus en latin, apparaît dans le sud de la France, en particulier dans l'Aquitaine, à peu près vers le milieu du XIIe siècle. C'est en tout cas là qu'on trouve les premières mentions dans les manuscrits. Comme son étymologie latine l'indique, il s'agit d'une pièce qui est liée à quelque chose qui signifie un déplacement. Donc en latin, ça veut dire emmener dans un lieu. Dans le conduit Raisonnet Intonet, par exemple, on va trouver à la fin de celui-ci une exhortation à l'assemblée à se préparer pour la lecture des Écritures. Donc très probablement que cette pièce, ce conduit, devait être chantée pendant que le lecteur se déplaçait depuis sa place jusqu'à l'ambon. On trouve ainsi des conduits principalement dans les messes, mais aussi dans la liturgie des heures, donc à savoir les offices, pour les fêtes de la circoncision, et puis en règle générale, toutes les fêtes qui se situent entre Noël et puis le 1er janvier. Au cours du XIIe siècle, cette pratique va migrer progressivement vers le nord, puisqu'on va trouver
trouver dans les cathédrales en construction au nord de la France des mentions de ces nouvelles pièces, notamment à Laon, à Sens ou encore à Beauvais. Il ne s'agit donc pas de textes ou de musique extrêmement anciens, comme c'est le cas pour le répertoire grégorien, mais bien de textes et de musique nouvellement écrits ou composés. On a évidemment des thèmes religieux comme la vie des saints ou les Écritures, mais on a aussi des choses un peu plus récentes, comme par exemple dans certaines sources en Aquitaine où on a des appels à aller en croisade. Durant la seconde moitié du XIIe siècle, on va trouver ce genre à Paris et donc dans cette nouvelle école de Notre-Dame. Le mot ne se trouve pas dans les sources musicales à proprement parler, mais plutôt dans des sources théoriques qui décrivent ce répertoire qu'on trouve notamment chez Anonyme IV, qui est une source un peu plus tardive dans cette période de Notre-Dame. À Paris, on n'a plus forcément de lien avec la fonction d'origine, à savoir celle d'un déplacement, mais le conduit devient une catégorie générique pour parler d'une pièce qui est mise en polyphonie sur un texte poétique avec un ténor inventé évidemment et dont le texte est déclamé pareillement à toutes les voix. La source principale pour le répertoire de Notre-Dame, à savoir le manuscrit Plutéus 29.1 qui est déposé à Florence, compte à peu près 250 compositions de ce type-là. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo sur le contexte, les sujets concernent principalement Noël et son octave, ainsi que les grandes fêtes de la chrétienté. Mais on a aussi mention de personnages un peu plus récents, comme par exemple Germain de Paris, qui était évêque au VIe siècle, ou encore plus récent avec Guillaume de Bourges, qui est l'archevêque de Bourges au XIIe siècle. Si la musique de ces conduits, comme pour beaucoup d'autres pièces de Notre-Dame, reste largement anonyme, on a quelques noms par contre pour les textes, notamment Gauthier de Châtillon, Philippe le Chancelier ou encore Jean de Hoden. Alors à quoi ressemble un conduit? On peut le voir ici sur une partition, sur un manuscrit. Vous avez deux voix qui sont superposées l'une sur l'autre avec un texte en dessous et évidemment chaque voix a le même texte. Dans la marge, vous avez deux autres textes qui sont ajoutés. Il s'agit en réalité des strophes. Donc vous avez une première strophe qui est écrite sous les notes et puis les deux autres strophes qui sont écrites en marge. Dans ce conduit qui s'appelle Sol sub nube latuit, vous allez entendre vraiment une musique qui est quasi syllabique, à savoir une note pour une seule syllabe. Je vous propose d'écouter ici le début de cette pièce. On trouve donc des conduits à deux voix, mais dans cette école de Notre-Dame, il y a le souci d'amplification, de faire encore plus que ce qu'on pouvait trouver, notamment à Saint-Martial de Limoges ou encore à Compostelle. Donc on va trouver des conduits à trois voix. Vous avez un exemple ici avec O Maria Virginei. Vous voyez toujours les trois voix superposées avec le texte en dessous qui indique donc que toutes les voix vont à la même vitesse. On va parler dans ce cas-là d'homophonie. Je vous laisse écouter le début de cette pièce. Pousser évidemment plus loin encore la complexité avec des conduits à quatre voix. Vous voyez ici un conduit pour la fête de Noël qui s'appelle Vetus habit litera et qui présente trois strophes, donc une strophe écrite sous le texte, sous les notes évidemment, et puis en marge encore une fois la deuxième strophe qui commence par Felicis puerpere et puis la troisième strophe avec Funis pene. Si un des traits caractéristiques du conduit est d'être syllabique ou homophonique, on trouve évidemment des exceptions. On peut avoir des sections beaucoup plus mélismatiques où les chanteurs font des vocalises à l'intérieur du conduit. On va appeler ces sections des codas, et puis évidemment il y a une autre notation musicale pour ce genre de choses, mais j'en parlerai dans la troisième vidéo. Vous voyez ici la section en question. Je vous propose d'écouter ce grand conduit à quatre voix pour le jour de Noël. Ritus habit veterum, dat virgo rerbera, novum modis tuerum. Ce
genre musical va petit à petit décliner dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Si dans la source la plus ancienne, le fameux Plutéus, on trouve plusieurs centaines de pièces de ce type, en réalité, dans une des plus tardives, à savoir la Wolfenbüttel 1099, on ne trouve plus que 29 conduits. Dans cette même source plus récente, on trouve par contre un nouveau genre, plus de 200 fois, et il s'agit du motet. Mais pour comprendre ce qu'est un motet, il faut d'abord parler de l'organum. L'organum est une technique de mise en polyphonie d'une mélodie préexistante. C'est une pratique qui est improvisée de longue date, puis elle va être notée, d'abord dans des écrits théoriques, notamment le fameux Musica Enchiriadis, et puis par la suite dans des répertoires musicaux liés notamment à l'Angleterre ou encore à l'Espagne, à Compostelle, ou alors en France, autour de Limoges, avec cette fameuse école de Saint-Martial de Limoges. L'école de Notre-Dame hérite de cette pratique qui consiste à baser complètement et intégralement une composition sur une mélodie préexistante et dans notre cas ici c'est toujours une mélodie grégorienne. Comment une composition peut être basée sur un grégorien? En réalité, n'oubliez pas qu'au Moyen-Âge on se trouve dans la civilisation du commentaire ou de la glose sur une autorité. Donc ici l'autorité c'est évidemment le chant grégorien et puis les voix qu'on ajoute, les polyphonies, sont les commentaires ou les gloses sur cette autorité. La liturgie consiste en un ensemble de règles qui dit au célébrant quelle mélodie doit être chantée à tel moment, que ce soit dans les offices ou dans les messes. On a donc un grégorien pour presque chaque occasion de l'année liturgique. Le répertoire grégorien est uniquement monophonique, à savoir une seule voix. Le fait qu'il soit chanté par une personne ou plusieurs personnes ne change rien à ça. On peut prendre un exemple ici qui est celui du graduel pour la messe de Noël et qui s'appelle Viderunt Omnes. Vous voyez ici sur l'édition moderne plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment on a des passages syllabiques. Par exemple sur Viderunt, on a une note pour chaque syllabe. On a également des passages mélismatiques. Par exemple sur le O de Omnes, on a plusieurs notes pour une seule syllabe. Ou si on va encore plus loin, sur le Dominus de Notum Dominus, sur le Do, vous avez énormément de notes. Dans cette édition moderne, vous avez aussi parfois la présence d'un astérisque qui signifie simplement l'alternance entre le chant par un soliste et puis le chant par le chœur. On appelle ça un chant responsorial. Je vous propose d'écouter le début de ce grégorien. Si on regarde maintenant la version de ce Viderunt Omnes de l'école de Notre-Dame, on va remarquer plusieurs choses. Si on regarde simplement le texte, on voit qu'on commence par évidemment Viderunt Omnes, ça c'est tout à fait correct, et puis après on passe à Notum Fecit Dominum. Il manque quelques mots, à savoir Fines Terrae Salutare. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que dans cette polyphonie de Notre-Dame, on va mettre en polyphonie uniquement les passages qui sont destinés à des solistes dans le grégorien, donc les passages qui sont notés par un astérisque, donc à destination du chœur, sont restitués uniquement en grégorien, donc à une seule voix, et par souci d'économie de papier, on ne va pas les noter dans la source, et de toute façon, les chantres connaissent par cœur le grégorien d'origine. Alors, comment se passe cette mise en polyphonie? On a ici l'utilisation de l'autorité, par exemple au début, avec les 5 premières syllabes, Viderunt Omnes, qui sont tenue au ténor avec des notes extrêmement longues et puis au-dessus, une des voix va faire un commentaire. Cette pratique se trouve déjà par exemple en Aquitaine et on appelle ça le style organum purum. Chaque note du grégorien devient une tenue, une longue note. Je vous propose d'écouter ici les 5 premières notes du grégorien, qui sera donc commentée par la polyphonie évidemment. La pièce en elle-même est extrêmement longue, elle dure quasiment 10 minutes. Si on la compare à l'original du grégorien, c'est quasiment 5 fois plus, puisque le grégorien, lui, est exécuté en à peu près 2 minutes.
voyez que pour 5 notes, ça prend déjà un certain temps. Et vous avez des mélodies grégoriennes qui contiennent des centaines de notes qui sont quasiment interminables, et donc une telle mise en polyphonie prendrait littéralement des heures. Donc les compositeurs de Notre-Dame ont trouvé une solution, c'est l'idée d'alterner deux styles différents dans les organas selon l'aspect d'origine du grégorien. Si on prend un exemple avec beaucoup de notes, je vous propose ici l'Alleluia Pascha Nostrum, déjà vu tout à l'heure. Ce qu'on peut voir immédiatement, c'est que certaines parties ne seront pas mises en polyphonie, c'est les parties faites par le chœur qui répondent donc au soliste, celles que vous voyez ici, et qui resteront donc à une seule voix. Si on regarde le début du grégorien, on voit que la musique est syllabique. Vous avez une seule note pour une seule syllabe. Et donc on va avoir une mise en musique par ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, à savoir le style d'organum purum avec un ténor qui tient des longues notes. Je vous propose d'écouter ici ce début. La suite du grégorien est à destination du chœur, donc en réalité, on va le restituer tel quel sans mise en polyphonie. Sur la suite, avec le Pascha Nostrum, vous voyez que vous avez quelque chose de syllabique, le Pascha No. Donc on va avoir évidemment un style d'organum purum avec, comme tout à l'heure, le ténor qui tient une longue note et puis des vocalises au-dessus. Par contre, pour le strum de Nostrum, vous voyez ici qu'on a un grégorien qui est mélismatique, qui fait donc une vocalise sur le trum avec 16 notes. Les compositeurs vont utiliser ici un nouveau traitement avec un ténor qui sera rythmé, beaucoup plus rapide et qui ne fait plus simplement des points d'orgue. On appelle ces sections des clausules. Dans la suite, vous avez les mots immola, c'est pareil, on a un grégorien qui est syllabique, donc on va avoir un ténor qui fait entendre ses notes en valeur très longue. Sur le La de Immolatus, vous voyez qu'on a une des plus grandes vocalises de cette pièce grégorienne, à savoir un immense mélisme qui fait plus ou moins 45 notes. C'est évidemment beaucoup trop long à traiter en valeur longue, hein, ça donnerait une pièce probablement d'une vingtaine de minutes, et donc le compositeur va ici la traiter en clausule comme précédemment. La fin de cet Alléluia est chantée par le chœur et non pas par les solistes dans le grégorien, et donc il ne sera pas noté dans le manuscrit, on va le restituer tel quel de mémoire ou en lisant sur un livre de chœur. Vous voyez que derrière une pièce assez simple, comme un organum, se cache quand même un certain degré de complexité. Si on doit faire un résumé, vous allez avoir la partie grégorienne chantée par l'assemblée qui reste en grégorien dans l'organum. Vous avez la partie solistique syllabique qui, elle, va être mise en musique par le style d'organum purum, et puis la partie solistique mélismatique qui, elle, va être traitée en style des chants, donc va devenir une clausule. Comme dans le cas du conduit, on a pour l'organum, encore une fois, cette volonté d'amplifier les moyens expressifs, aussi à destination évidemment de cette nouvelle cathédrale. Donc on va trouver des organums à 3 voix, voire à 4 voix. Par exemple, le célèbre Viderunt Omnes de Perrotin, qui est donc une mise en polyphonie
symphonie du même grégorien qu'on a entendu tout à l'heure dans la version attribuée à Léonin, mais ici avec 3 voix de commentaire au-dessus du ténor grégorien. L'école de Notre-Dame couvre plusieurs générations de compositeurs. On a donc tout naturellement des changements, des évolutions dans la façon de composer et dans le répertoire. Un des moyens d'expression de cette évolution, c'est de réécrire de nouvelles clausules pour remplacer les anciennes clausules. Si on regarde une page d'un des manuscrits de Notre-Dame, vous voyez quelque chose d'un peu étonnant ici. Vous avez plusieurs fois la mention nostrum, 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 ou un peu plus loin, latus est, etc. En réalité, ces mots correspondent au texte de l'Alléluia précédent, à savoir nostrum, c'est tiré de la phrase Pasca nostrum, et puis latus est, ça vient de immolatus est. Ces pièces particulières s'appellent des clausules de substitution, et on verra qu'elles ont une importance primordiale dans la suite du développement de cette école de Notre-Dame. Alors on peut regarder quelques-unes de ces clausules de substitution, celles sur nostrum. Vous voyez ici la clausule d'origine avec le ténor qui fait sol la sol la sol la, la mi fa sol la. Dans la première clausule de substitution proposée probablement par une génération suivante, vous avez exactement les mêmes notes au ténor, à savoir sol la sol la sol la, la mi fa sol la, mais avec une voix supérieure qui est elle complètement différente, qui est recomposée. Pareil pour la clausule de substitution suivante, la deuxième. Encore une fois, vous avez les mêmes notes au ténor avec un rythme qui peut changer, évidemment, c'est simplement le matériel mélodique qui reste, puisqu'il provient du grégorien, donc de l'autorité, on ne peut pas le modifier, mais les voix supérieures changent encore une fois ici, et pareil pour une troisième version. Les clausules de substitution vont être le lieu de l'expérimentation musicale qui va vraiment marquer l'Occident, notamment par l'adoption de toute une série de techniques liées à l'écriture musicale. On va objectiver une partition du moment qu'on l'a écrit. Et donc toute une série de procédés qu'on pourrait presque appeler contrapuntiques proviennent de ces clausules. Vous avez par exemple des structures répétitives, vous avez des augmentations, des diminutions ou des embryons de d'isorhythmie. C'est au sein de ce répertoire de clausules que va naître le motet. Un procédé déjà ancien dans le chant grégorien est celui de la prosulation, à savoir l'ajout d'un texte sur un mélisme, donc sur une vocalise, toute une série de notes sans parole. On trouve ça dans les séquences ou dans certains Alléluia. N'oubliez pas, encore une fois, qu'on est dans la civilisation du commentaire et qu'il est tout à fait accepté et acceptable de commenter certaines choses, donc d'ajouter du texte à des notes. C'est dans ce cadre de la prosulation qu'apparaît le motet. En réalité, le motet, c'est simplement l'ajout d'un texte sur les vocalises de la voix supérieure d'une clausule. On peut prendre comme exemple la clausule nostrum de notre Alléluia Pasca nostrum. Vous voyez qu'ici, on peut ajouter à la partie supérieure un texte, donc Godea devotio fidelum. On voit donc le ténor qui est identique à la clausule d'origine, évidemment, et puis la voix supérieure a la même mélodie, mais tout à coup, on va lui mettre un texte. Donc elle fait toujours ré, mi, fa, ré, mi, ré, do, si, la, si, do, ré, mais ici avec un texte. Et donc, cet ajout de texte s'appelle le motellus, donc la voix qui porte le mot, et puis un peu plus tard, motellus va devenir motetus, et encore en français, motet. Je vous propose de réécouter la clausule nostrum, donc vous allez entendre évidemment un ténor, et puis des vocalises sans texte à la partie supérieure. On peut écouter maintenant la transformation de cette clausule en un motet simplement par l'adjonction d'un texte à la partie supérieure.
Moyen-Âge, on compose très souvent par couche, à savoir on a une couche d'origine qui peut être le grégorien, à laquelle on va ajouter un commentaire qui est donc une deuxième voix, et puis on peut encore ajouter un commentaire du commentaire, donc une troisième voix. Je vous propose de voir ici une version à 3 voix de ce motet. Vous voyez dans le manuscrit on a toujours le même ténor, donc sur Nostrum, mais on a 2 voix qui sont ajoutées. Ici les 2 voix ont le même texte et vont à la même vitesse, donc c'est pour ça qu'on parle plutôt d'un motet conduit. C'est une sorte de genre hybride entre le motet et le conduit. Le motet concerne plutôt la partie du ténor, et puis la technique du conduit est utilisée dans les 2 voix supérieures, puisqu'on a une homophonie entre les 2 voix qui ont le même texte. Il est très probable qu'au tout début de l'utilisation du motet, il était destiné à un cadre liturgique, donc grosso modo, il remplaçait simplement la clausule à son moment dans la messe ou dans l'office. Mais assez rapidement, il va coloniser le milieu intellectuel parisien, donc à savoir les universitaires, les clercs, les différents princes présents. Le motet va donc devenir en quelque sorte la musique de chambre de l'époque, elle sort de l'église. On voit ça assez bien dans l'évolution des manuscrits. Si on prend un manuscrit du début de cette période, on va classer les motets dans l'ordre du calendrier liturgique, donc dans l'ordre des clausules préexistantes. Si on regarde un manuscrit beaucoup plus tardif, le Wolfenbüttel 1099, on a plutôt ici un ordre alphabétique complètement déconnecté du cadre liturgique. En dehors de l'église, on a donc aussi probablement une exécution du ténor par des instruments de musique. On va vraiment se livrer à des jeux de combinaisons. Componere qui donne composer, c'est vraiment cette idée de combiner des éléments différents. C'est dans cette optique qu'on va donc déboucher sur ce qu'on appelle le motet polytextuel. Ça veut dire un motet où les voix supérieures ont des textes différents, contrairement à l'exemple précédent. On peut avoir 2 voix en latin, ou une voix en latin, une voix en français, voire même 2 voix en français. Vous voyez ici à titre d'exemple un motet polytextuel avec une première voix qui fait Salve Salus Hominum, la deuxième voix qui fait O Radiant Stella, et puis la troisième voix, le ténor, qui est toujours notre fameux Nostrum. Je vous propose d'écouter le début de cette pièce. Le genre du motet deviendra le principal genre profane du XIIIe et du XIVe siècle. Il sera aussi le siège de la contestation, notamment avec des motets présents dans le fameux roman de Fauvel. A contrario, l'organum et le conduit vont progressivement disparaître. Dans les extraits écoutés ici, notamment les conduits et les motets, le rythme est vraiment sujet à interprétation. On a pour plein de cas des difficultés à restituer cette métrique. Je décrirai ce système-là, donc de la notation modale, dans ma prochaine vidéo. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens vers la plupart des manuscrits utilisés ici, qui sont souvent des très très beaux ouvrages, plaisants à feuilleter, même si on ne connaît pas spécialement la musique. Je mettrai également les liens des extraits audio en entier. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos et soutenir la chaîne, abonnez-vous. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.